Ici, lorsqu'on parle du créole, on parle de langue régionale. Alors, pourquoi elle ne serait pas générale, comme toutes les autres cultures? Pourquoi notre culture, elle est régionale? Pourquoi elle doit s'attacher qu'à un territoire? Et pourquoi on n'a pas le droit de la diffuser comme le Petit Chaperon Rouge, qui est traduit dans des millions de langues, etc. Pourquoi nous, non? Eh bien, c'est la volonté d'une voix, une histoire aussi, c'est qu'aujourd'hui, on puisse dire que c'est de la culture générale. Quand on parle de nos contes traditionnels, eh bien, qu'ils rentrent dans le cadre de culture générale et non plus de culture régionale. Je suis en très bonne compagnie, je suis en Guadeloupe avec Manick. Bonjour. Donc la raison pour laquelle aujourd'hui j'avais envie de te rencontrer et d'échanger avec toi, c'est parce que avant de venir en Guadeloupe, j'ai pas mal passé mon temps à regarder sur Internet ce qui se faisait ici, que ce soit au niveau culturel, associatif, etc. etc. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire. Il y a des choses qui se mettent en place. Il y a de plus en plus de choses qui se mettent en place. Mais il y avait quand même une chose qui, moi, m'avait quand même frappé quand on regarde dans les médias mainstream. Je ne sais pas si c'est ton avis aussi, Manick, mais ce que moi, j'ai pu observer, c'est qu'au niveau de la représentation, tu vois, je sens qu'il manque quelque chose. Pour ne pas citer les grandes chaînes télévisées, moi, quand je regarde des documentaires sur la Guadeloupe ou la Martinique, c'est souvent la même vision, j'ai l'impression qu'on nous montre, et j'ai surtout cette sensation qu'il n'y a pas d'entier finalement en Martinique. Et c'est quelque chose qui me dérangeait, et donc c'est vraiment quelque chose à la petite échelle que j'aimerais faire découvrir aux gens, qu'effectivement aux Antilles, il y a des Antillais et qui font des choses, des très belles choses, loin des clichés, surtout en ce moment qu'on peut voir depuis un petit moment aussi. Oui, nous ne pratiquons pas que le vaudou. Nous sommes aussi entrepreneurs. Exactement, et donc c'est vraiment là, cette chose, cet aspect-là que j'ai envie de montrer aussi des Antillais, et non uniquement... c'est vrai que vous avez des très belles plages, oui, vous avez le rhum, oui, vous avez toutes ces belles choses pour lesquelles pas mal de personnes viennent ici, mais il y a d'autres choses un peu plus sérieuses aussi qu'on doit mettre en avant. Tout à fait. Voilà. Et donc, j'ai entendu parler de ton projet, et donc pour les personnes qui ne te connaissent pas, je vais te laisser t'introduire. D'accord. Voilà. Je dois regarder la caméra? Comment ça se passe? On peut se regarder? Ok. Il n'y a pas de souci. Donc, je m'appelle Manick Sertiteka, j'ai 43 ans, jeune entrepreneuse, pas jeune de l'âge, mais parce que je viens de commencer. De formation, je suis psychologue, et avec une spécialité, donc je travaille dans l'éducation nationale, donc on contacte des enfants depuis plus de 15 ans. Et en décembre 2020, j'ai ouvert donc une structure, c'est une maison d'édition de livres audio, Une voix, une histoire, qui est dédiée à la littérature et aux auteurs caribéens, avec un regard sur les Amériques, puisque la Caraïbe appartient à ce territoire qu'on appelle les Amériques. Donc, Une voix, une histoire, c'est une aventure qui débute en 2016. Ok. Parce qu'étant psychologue, il me fallait avant tout faire une étude, à savoir quels étaient les réels besoins sur la littérature. C'est-à-dire que ce projet ne surfe pas du tout sur le buzz du livre audio, mais bien sur une étude menée en 2016 avec les résultats qu'on a pu récupérer donc, sur toute une année, et ensuite l'exploitation de ces résultats pour enfin arriver à qu'est-ce que je fais de ces résultats-là, qu'est-ce que je monte comme structure. Donc 2016, on lance cette étude donc, sur nos habitudes de lecture sur nos territoires, Guadeloupe, Martinique et Guyane, à savoir quel est notre rapport au livre, si on connaît nos auteurs, et de plus de 2500 données recueillies. Il est vrai qu'il y a une vraie fracture déjà sur la lecture de façon générale, on lit de moins en moins. C'est une tendance générale, mais je vous avouerai que je ne m'intéresse pas du tout au général. Je m'intéresse à ce qui se passe chez moi. Donc on lit de moins en moins, et les jeunes ont tendance à plus nommer des auteurs de la littérature classique française, plus que nos auteurs à nous de leur territoire. C'est-à-dire qu'ils vont nommer Maryse Condé, Aimé Césaire, Frantz Fanon, tant mieux, mais on a l'impression que notre littérature s'est arrêtée à deux illustres romanciers ou essayistes, et qu'il n'y en a pas d'autres en fait. Alors que nous avons
toujours de nouveaux auteurs, que nous avons régulièrement des romans qui sortent, des recueils de poésie, des essais. Et on a l'impression que ces auteurs-là, ils n'existent pas, qu'ils sont un petit peu effacés par des illustres noms. Et tant mieux qu'on les ait, ces noms-là. Hein. Mais derrière, on oublie que on a Franz Durizo, on a Didier Manette, on a Ernest Pépin, qui est quand même un ancien écrivain, mais qui écrit encore. On a Gisèle Pineau. Et tous ces noms-là, ils sont un petit peu oubliés. Donc c'était l'opportunité, en tout cas, de se dire, comment je fais revenir à la lecture, donc forcément sous un autre format que le livre imprimé, et quelle direction je prends. Et c'est cette direction-là du livre audio dédié à la littérature et aux auteurs caribéens. Très intéressant, très intéressant. Donc du coup, c'était un constat aussi de se dire, aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas assez de représentation donc, dans le milieu littéraire. Et donc de toi-même, tu te dis, c'est une opportunité ou c'est vraiment un combat personnel au niveau de la culture. Pour toi, tu te dis, c'est une opportunité parce qu'il y a aussi l'aspect business aussi, j'imagine. Oui, bien sûr. On est dans un monde de capitalistes. Hein. Ça, c'est pour mon associé, s'il écoute. Parce que moi, je suis encore bisounours. Mais j'expliquerai pourquoi je suis encore bisounours. Mais oui, c'est une opportunité, certes. Mais c'est un combat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y avait un député guyanais qui l'avait fait remarquer, dans les grandes librairies, nous sommes dans les rayons littérature étrangère. Ah bon? Oui, dans les grandes librairies françaises, nous sommes en littérature étrangère. Alors de toute façon, le terme d'étranger ne devrait être utilisé pour aucune littérature. Encore une fois, la définition d'étranger, c'est quelqu'un qui est différent de soi. En quoi un humain est différent de moi? Je crois que la plus grande caractéristique que nous ayons, c'est d'être humain. Donc à la limite, qu'on classe les littératures par territoire, j'entends, mais qu'on qualifie une littérature d'étrangère, je crois qu'il y a un moment, il faut recadrer les choses. L'étranger fait peur. Il faut faire attention à cette sémantique-là, elle est vraiment importante, parce que ce qu'on ne connaît pas fait peur. Or, jusqu'à nouvel ordre, notre caractéristique commune, c'est qu'on est humain, donc on n'a pas à faire peur à qui que ce soit, et on n'a pas à être classé en littérature étrangère. Donc c'est vraiment la volonté de montrer que nous avons notre place, déjà sur nos territoires et à l'international, sachant tout de même que nous sommes beaucoup plus étudiés à l'étranger que chez nous. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez surprenant. C'est que dans les universités américaines, et c'est pour ça que je me suis aussi tournée vers des maisons d'édition qui éditent des auteurs américains, dans les universités américaines, nos livres sont souvent utilisés en langue française étrangère. Donc je me suis dit qu'à un moment, il faut aussi que chez nous, même si effectivement nous sommes sous ce diktat français qui impose une certaine littérature, qu'on arrête de croire qu'on est une sous-littérature. Nous sommes à la même hauteur que les autres, voire même au-dessus, de par notre histoire. C'est très beau ce que tu dis. Et moi, je pense que la démarche, entre autres, de ton projet peut inspirer d'autres personnes aussi et se dire, mais effectivement, oui, nous avons notre place. On n'a pas à rougir face à d'autres grands noms qui sont imposés, si l'on veut, par l'Académie française. Tout à fait. Donc, moi, cette démarche, elle m'intéresse beaucoup parce que la représentation, c'est ça, c'est quelque chose qui manque cruellement. Donc, moi, j'applaudis fortement ton projet. Merci. Et on va revenir un peu plus en détail prochainement, mais c'est vraiment de dire aux plus jeunes ou aux personnes qui nous ressemblent, de se dire qu'effectivement, il y a des possibilités et il ne faut pas se limiter qu'à l'image que les médias traditionnels renvoient. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est aussi la volonté de sortir du cliché Guadeloupe ou Martinique, terre de champions. On n'a pas que le judo et on n'a pas que le foot. On a aussi des écrivains. Et c'est-à-dire que c'est aussi montrer aux jeunes qu'il y a la possibilité aussi d'embrasser un travail d'écriture, un travail de littérature, que ce n'est pas pour une société particulière qu'on peut en faire partie. Et c'est vraiment en fait, et ça ce sont des projets qui vont venir au fur et à mesure puisqu'on va travailler avec les scolaires, c'est aussi montrer qu'il y a d'autres filières existantes autres que le football ou le judo ou le sport tout court. C'est-à-dire, et c'est une phrase que je répète régulièrement,
soit là où on ne t'attend pas. Donc on sort de ces clichés de sportifs de haut niveau, oui, tant mieux, mais on n'est pas que ça, on est terre d'excellence dans tout, et la littérature en fait partie. C'est vraiment ça, c'est montrer que, bien évidemment, on a des intellectuels ici, Bien des sûr, grands artistes, tout à fait. et c'est ça qu'il faut aussi montrer sur le plan international, et c'est à travers ce genre d'initiative qu'on peut y arriver, parce que si on attend des médias traditionnels de montrer, On n'y est pas. voilà. Donc c'est pour ça que ce genre d'initiatives et de rencontres sont importantes pour pouvoir montrer effectivement que de nous-mêmes, on peut aller vers l'excellence sans devoir attendre le coup de main de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Maintenant, on va revenir à Une voix, Une une histoire. histoire. Qu'est-ce que c'est pour quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler? Comment on peut le présenter? Comment on peut l'amener vers le monde extérieur? Alors, Une voix, une histoire, donc c'est une maison d'édition de livres audio. Je vais nommer une plateforme de livres audio qui est très connue, puisque aujourd'hui, lorsque je présente Une voix, une histoire, on me dit « Ah, vous êtes l'Audible caribéen ?» Ok. Voilà, c'est Audible, mais de chez nous. Alors, il faut savoir qu'effectivement, nous avons le même fonctionnement, parce qu'on ne va pas se cacher, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui existe déjà sur le terrain. Il faut pouvoir s'en inspirer et proposer toujours plus, et c'est exactement ce que nous sommes en train de faire, puisque Audible s'est arrêté à un certain type un profil, et nous en développons un autre. Et donc voilà, donc c'est une maison d'édition donc, où les auteurs ou les maisons d'édition peuvent se rapprocher de nous. On met les livres en voie, donc on essaye d'être autonome, c'est pas qu'on essaye, on est autonome sur toute la chaîne de production pour que justement nous puissions être accessibles à tous, qu'il n'y ait pas de répercussions sur les prix, sur ce qu'on va proposer. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est en mesure de proposer un abonnement à 9,95 € pour un livre et 15,95 € pour 2 livres. C'est pour ça que nous avons des livres audio qui sont moins chers que des livres imprimés pour certains. Tout va dépendre de ce qu'on va travailler en post-production. Mais on a voulu cette autonomie pour justement être accessible à tous les porte-monnaies, et pour que tout un chacun puisse se retrouver. Alors, on propose des romans, des recueils de poésie, des essais, des contes pour les enfants, et tout un tas d'autres types de livres, hein, de façon générale. Et c'est vrai que cette autonomie, encore une fois, nous permet cette accessibilité, sachant que nous ne sommes pas réservés qu'au tout public. Ok. Nous avons un partenariat également avec les médiathèques. Nice. Tout Bien à fait. joué. La médiathèque Bien donc, joué. du réseau Cap Excellence et la médiathèque du Moule. Nous avons également des partenariats avec des EHPAD. L'objectif étant de faire des lectures aux personnes âgées, mais sortir de la lecture traditionnelle. Ce n'est pas de la lecture et on fait un débat classique, c'est de la lecture associée à de l'art. Donc on peut exprimer ses émotions soit à travers de la peinture, soit du collage, soit aussi par de l'oralité. Mais c'est proposer différentes entrées pour que chacun se retrouve par rapport à ses propres émotions. On organise également ce qu'on appelle des camos littéraires, donc où on met en avant nos auteurs avant qu'ils ne meurent. C'est ça aussi qui est important, c'est valoriser avant le passage vers l'au-delà. Donc c'est des camos littéraires, donc on essaye d'en organiser une fois par mois quand le préfet le veut bien. Et où on présente un auteur, ses ouvrages, et où l'auteur se dévoile un petit peu façon show, parce que je me dis que c'est important de vulgariser, entre guillemets, cette approche de la littérature pour que chacun se dise à la fin « Ah ben oui, ben le livre, je vais le lire, je vais l'acheter ». C'est-à-dire que je n'incite pas forcément au livre audio, parce que je ne me considère pas non plus comme concurrente du livre imprimé, parce que ce sont deux publics complètement différents. Mais à partir du moment où quelqu'un me dit « Oui, mais après ce que tu as fait, etc., j'ai envie de lire un livre », j'ai tout gagné. Voilà. Qu'il aille en librairie ou qu'il aille sur ma plateforme, j'ai tout gagné, il va lire le livre. Non, Et là, c'est le summum. Mais c'est vrai que quand on regarde le médium audio est très 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 puissant, dans le sens où moi j'avoue, je fais partie encore des gens qui ont du mal à prendre un livre, Mhm. mais si je suis dans les emboutes, je vais mettre
un média audio, donc ça peut être un audiobook ou peu importe, un Oui, un podcast. podcast, tout à fait. Donc c'est vrai que ma consommation de contenu audio a augmenté de plus en plus parce que justement elle me permet, entre guillemets, d'être multitâche. Exact, un petit peu plus libre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus trouver d'excuses. Il n'y a pas longtemps, il y a une auteure, Laure Tarrière, qui me disait qu'elle incite les personnes à aller vers les livres audio et qu'il n'y a plus d'excuses là. C'est-à-dire que j'ai pas le temps, la question de temps ne se pose même plus. J'ai eu une auditrice qui a acheté un des livres et qui m'a envoyé un message, je lis un livre sous ma douche. Je dis, bah oui, c'est le but, c'est-à-dire que peu importe l'endroit où tu es en mesure de pouvoir écouter un livre. Et tout comme la personne en fait qui l'aura eu entre les mains. C'est ça aussi l'important. Et c'est pour ça que je parle souvent des personnes en situation d'illettrisme. Alors pas en situation d'illettrisme parce qu'ils ne prennent pas le vaccin. On vous Non, connaît, hein? on se connaît, vous connaît. les raccourcis là. Mais en situation d'illettrisme parce que j'ai eu à travailler avec des personnes en situation d'illettrisme pour les faire re-rentrer dans la lecture. Dont une dame qui me disait quand elle va au restaurant avec ses amis, elle attend que tout le monde ait commandé. Et puis elle dit, pour ne pas avoir à lire la carte, ah bah tiens, je vais prendre la même chose qu'elle. Et je me dis qu'à un moment, qu'est-ce qu'on fait pour eux? À quel moment on leur rend accessible cette littérature? Et pouvoir être avec d'autres personnes et échanger sur le même livre sans l'avoir eu en main, ça appartenir à la société. C'est de l'inclusion totale. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est l'inclusion, pas l'exclusion. C'est super intéressant ce que tu dis et c'est très beau aussi. Merci. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier cette catégorie-là de personnes et c'est vrai que c'est donner accès encore une fois à l'information, donner accès à la culture, c'est comme on disait un peu plus tôt lors de notre entretien, c'est de se dire, d'apprendre sur l'autre qu'on ne connaît pas forcément. Tout à fait. Et donc du coup de se dire, ah mais finalement, j'ai appris. Et je peux en discuter avec d'autres personnes. Voilà. Je ne suis plus exclue. Mais c'est ça. C'était vraiment cet objectif-là. Et c'est pour ça que je parle de bisounours. Quand tu parles d'opportunité, à la base, cette plateforme, quand je l'ai conçue, et c'est la psychologue qui parle, quand je l'ai conçue, elle était essentiellement réservée au public fragile. Et c'est l'ampleur du travail qui a fait que mon associé m'a dit non, enfin, tu ne peux pas le réserver qu'au public fragile, il faut que tu l'ouvres. Et on a ouvert à tout public. Ah, c'est super intéressant. Une voix, une histoire. C'est marrant parce que j'ai fait une petite vidéo là, il n'y a pas très longtemps, où je demandais, si tu veux, un peu aux jeunes hommes et aux jeunes dames de faire plus de contenu. Et je demandais surtout par rapport au voyage, moi, qui m'intéresse le plus. Quand je vais sur YouTube, par exemple, et que tu tapes travel vlog, peu importe la destination, tu verras que la majorité des youtubeurs ou ceux qui ont le plus de visibilité ou le plus de clics et de likes sont de type caucasien. Il n'y a rien de mal à ça, mais c'est juste un constat. C'est pas que je suis en train de dire « Oh, il y a une égalité ». Non, oui. C'est juste un constat. Maintenant, est-ce que c'est dû à un algorithme? Je ne sais pas. Ou est-ce que nous, dans la communauté, on se dit « Oh, on ne va pas le faire, est-ce qu'on est plus dans la retenue, est-ce qu'on n'ose pas ?» Et donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de dire aussi, c'est de créer du contenu que nous, on a envie de voir, du contenu qu'on aimerait aussi partager avec des personnes qui nous ressemblent. Parce que les exemples qu'on voit dans les médias, au final, c'est ce qu'on va essayer d'imiter. Tout à fait. On n'a qu'à voir sur les réseaux sociaux, dès qu'il y a un trend ou un challenge, tout le monde imite. Mais c'est à nous de créer aussi ce qu'on a envie de voir. Et donc, moi, j'ai tapé aussi dans Google le top 10 des youtubeurs français, par exemple. Et je pense qu'il y a dans le top 10, à l'époque où moi j'ai consulté la liste, je crois qu'il y a, je crois qu'il s'appelle Kinvé ou Kevin, je ne sais plus comment il s'appelle, il est métis. Mais sinon, dans le reste, il n'y a aucun youtubeur de couleur. Donc c'est vraiment un boulot que je demande à nos frères et à nos sœurs de créer du contenu
Parce que ça peut inspirer un tout petit, une toute petite, tu vois. Tout à fait, bien de sûr. se dire, ah, mais il y a quelqu'un qui me ressemble, qui voyage. Ah, ça va me donner envie Exact. de voyager également. De se dire, ah, moi aussi, je peux faire ça. Tout à fait. Et ne Moi pas que se aussi. diriger vers la France. Le monde nous appartient. Exactement. Et aussi l'importance, je pense, d'être actif sur les réseaux sociaux et de montrer ses talents. Et peu importe le talent, ça ne doit pas toujours être les mêmes talents Mhm. qu'on met en avant. Mais je pense, imaginons, il y a une jeune demoiselle qui est très talentueuse et qui fait, je ne sais pas moi, des peintures exceptionnelles. Imaginons, elle fait des peintures, elle fait des tutos, elle montre, voilà, j'ai fait telle peinture, machin, etc. Voici la technique que j'ai utilisée. Ça Ouais. peut donner envie à quelqu'un d'autre de se faire. lancer, de se Tout à dire, ah fait. ben dis donc, on a démystifié le processus. Tout à fait, c'est vrai. Waouh, génial. Mais ensuite, si on va plus du côté business, imaginons, quelqu'un est à la recherche de quelqu'un qui fait des peintures. Mais autour d'elle, la personne ne sait pas. Ne connaît personne dans ce domaine-là. Il suffit qu'elle pose la question à quelqu'un. Dis, toi, dans tes contacts, t'as pas quelqu'un qui fait de la peinture? On va se dire, ah, mais oui, c'est vrai, il y a quelqu'un que je suis sur Instagram, Ok. voici son compte, et je te le forward. Mm. Le but n'est pas forcément, je pense, selon moi, d'avoir 1 million de followers. C'est pas ça le but ultime. Si on a 1 million de followers, tant mieux, Tant on peut mieux. monétiser, se faire de l'argent, etc., etc. Mais je pense que du fait d'être visible, d'oser sortir de sa zone de confort et de dire ce que l'on Oui, fait, c'est important. c'est important. Tout à Donc, fait. Du coup, c'est vraiment encore quelque chose que je répète. Faisons, 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 faisons et n'attendons pas. Faisons pour nous-mêmes, par nous-mêmes. Exactement. Et c'est ce que tu fais avec une voix, une histoire. Tout à fait. C'est-à-dire qu'une voix, une histoire, il faut savoir aussi, toutes les personnes de l'équipe, le noyau proche, le noyau tout court, enfin tout le monde, nous sommes tous des natifs natals, c'est comme ça qu'on dit ici, natifs natals de notre territoire. Il était important qu'une voix, une histoire soit aussi le reflet de mes valeurs, à savoir que nous sommes capables de faire par nous-mêmes. Notre chef développeur, c'est un Guadeloupéen, Marie Galantet, qui vit à Londres. Notre ingénieur son, c'est un Guadeloupéen. Notre infographiste est Guadeloupéen. Notre réalisateur numérique est Guadeloupéen, je le suis. Nos voix sont martiniquaises, guyanaises et guadeloupéennes, sachant qu'on a même des voix de la Guadeloupe mais qui vivent en France. Comme on est sur du digital, ça va relativement vite. On travaille avec des studios d'enregistrement qui sont basés en Martinique. Il était important qu'on montre aux autres, en fait, que les talents, ils sont ici. On n'a pas besoin d'aller les chercher ailleurs. Là, pareil, on m'a présenté une jeune fille qui s'appelle Cécilia, qui est capestérienne et qui maîtrise 6 langues et qui fait la traduction. Donc anglais, anglais, espagnol, créole, mandarin. Damn. Donc elle rentre définitivement en Guadeloupe dans pas longtemps. Nice. Et elle va faire partie de l'aventure parce que Une voix, une histoire aussi, c'est la volonté de traduire nos bouquins pour qu'ils soient écoutés par le monde. Et c'est important. Cette notion de traduction est importante parce qu'il faut savoir qu'ici, lorsqu'on parle du créole, on parle de langue régionale. Alors, pourquoi elle ne serait pas générale, comme toutes les autres cultures? Pourquoi notre culture, elle est régionale? Pourquoi elle doit s'attacher qu'à un territoire? Et pourquoi on n'a pas le droit de la diffuser comme le Petit Chaperon Rouge qui est traduit dans des millions de langues, etc. Pourquoi nous, non? C'est la volonté d'Une voix, une histoire aussi, c'est qu'aujourd'hui, on puisse dire que c'est de la culture générale. Quand on parle de nos contes traditionnels, qu'ils rentrent dans le cadre de culture générale et non plus de culture régionale. Exactement. Exactement. Quel titre on peut retrouver sur la plateforme? Tu peux nous en citer quelques-uns? Oui, bien sûr, beaucoup. Mais peut-être quelques-uns qui pourraient susciter la curiosité de certains. Alors, un livre qui pourrait susciter la curiosité de certains parce qu'il a beaucoup fait parler de lui à sa sortie, c'est La Pensée blanche de Lilian Thuram. Il a fait beaucoup parler de lui par rapport à son titre, mais sans en dévoiler beaucoup. Ce qu'il appelle pensée blanche, en fait, c'est la pensée humaine, tout simplement. Et pour l'avoir rencontré, pour justement avoir l'opportunité de pouvoir le mettre en voix, ce livre, il voulait choquer, volontairement. Mais ce livre, c'est un essai.
et nous apprend beaucoup sur nous-mêmes et beaucoup sur l'autre. Et ça permet justement, parce qu'il a créé quand même une fondation de lutte contre le racisme, et ça nous permet en tout cas, et à tout un chacun, hein, au-delà de la couleur de peau, de regarder en fait la société sous un autre prisme. Et une fois qu'on a changé de regard, eh ben, on peut agir finalement sur toutes ces petites choses-là qui désorganisent notre vie par des petites attaques comme celles qu'on a eues pour le Covid. Mais voilà, c'est ça là. Donc la pensée blanche de Lilian Thuram, on a... alors parce que ceux-là ont été 2 exclusivités. Quand je parle d'exclusivité, c'est-à-dire que les maisons d'édition nous ont autorisé à sortir le livre audio en même temps que le livre imprimé. Waouh. Ah oui, ça c'est le summum. Donc on a Adi Soleil Noir de Gisèle Pineau, qu'on a sorti en exclu en même temps que le livre imprimé, et La Veuve aux 1000 rivières d'Ernest Pépin, aux éditions Kalina. Ensuite, on a beaucoup de contes pour enfants, donc j'incite beaucoup à aller, surtout pour les enfants, hein, les contes c'est vraiment important, sachant qu'on a un projet, ça n'existe pas encore. Nous allons mettre en voie 365 contes. C'est une histoire par jour. Waouh. Et comme il en existe pour Disney, pour ne pas les nommer, ou pour d'autres types de contes, il est important aussi que nous ayons nos propres ressources pour nos enfants. Le soir, qu'on puisse écouter une histoire de chez nous. Et à l'étranger aussi, ailleurs aussi, puisqu'ils seront traduits. C'est ça aussi. Qu'est-ce que nous avons d'autre un livre coup de cœur. Un livre coup de cœur pour moi, c'est Les Pommes surettes de Franz Durizo. Alors pourquoi coup de cœur ? Parce qu'il traite un petit peu d'un aspect psychologique, la schizophrénie, lorsqu'on a une déception amoureuse, et parce qu'il fait appel aussi à nos croyances magico-religieuses. Alors je tiens encore une fois, je vais parler de vaudou, je vais parler d'illettrisme, mais là je parle de magico-religieux. Tout cela n'a rien à voir avec le vaccin. Bon, mais voilà, il est intéressant parce que justement, il met en lumière finalement certaines croyances et il est vraiment intéressant à lire. Et puis il y en a plein d'autres, hein, pour les avoir tous lus. Après, en recueil de poèmes, et parce qu'on a fait aussi un camo littéraire avec lui, c'est Folagadé, cahier d'un retour à moi-même. Et c'est vrai que c'est son premier recueil de poésie, où là, il se livre vraiment, c'est autobiographique, c'est lui. Et celui-là aussi m'a particulièrement touchée. Mais ils sont tous bons, sincèrement. J'en nomme quelques-uns là, mais on en a 28. Sur les 28, sachant qu'on peut lire un livre par mois ou 2 livres par mois, voilà, on a pour toute l'année, là, c'est bon. Ah, c'est chouette. On est au clair, là, c'est top. Ben, en tout cas, moi, ce que je ferai, c'est avec plaisir que je vais mettre toutes tes infos dans la description. Merci. Donc, les comptes, le site, s'il y en a un, peu importe, on pourra te retrouver via les infos dans la description. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Merci. J'espère que ça donnera envie aux gens de découvrir la plateforme, qui est vraiment unique dans son genre. Oui, tout à fait. Ici, mais elle est unique partout. Personne ne s'est jamais penché sur notre littérature. Comme on le fait là actuellement, faire un focus sur un type de littérature, en fait, ça ne s'est jamais vu. Sur les plateformes d'audio, on trouve de tout. Mais s'attacher à un genre particulier, ça ne s'était pas encore vu. Et en ça, oui, nous sommes les premiers, il faut le dire. Gang, gang. Non, mais il faut être fier de Non, ce mais qu'on il fait. faut... Il faut être fier et c'est que comme ça qu'on avance et qu'on continue. Et en sortant de notre zone de confort. Et, je suis sortie d'une sacrée zone de confort. Et là, j'avoue... Pour toi, aujourd'hui, le plus gros challenge, c'est quoi avec ce projet ? Le plus gros challenge avec ce projet, c'est les établissements scolaires. Pourquoi ? Là, c'est vraiment une plateforme tout public. On est en train d'en créer une pour les scolaires. Et mon plus gros challenge, c'est vraiment les scolaires, parce que il existe des concours d'éloquence oralisons, mais toujours avec des livres qui ne sont pas de chez nous, qui ne parlent pas aux enfants. Et c'est vrai que j'aurais aimé, à un moment donné, qu'on puisse donner l'opportunité à nos élèves de lire ce qui leur appartient.
ils en seraient fiers et puis finalement ils se reconnaîtraient dans les livres parce que c'est ce qui ressort aussi de l'étude. Hein, à partir de 12 ans, ce qu'ils disent, c'est que oui, mais les livres ne nous ressemblent pas, on parle de choses qu'on ne connaît pas. Forcément, ça ne donne pas envie de lire tout de suite. Alors que si on présente quelque chose qui leur parle dès le plus jeune âge, eh ben, ça en fait des lecteurs pour toute la vie. Et ça, c'est le plus gros challenge. C'est que la lecture aujourd'hui soit dans tous les foyers, que chaque enfant ait sa bibliothèque, qu'elle soit audio ou réelle, mais que chaque enfant puisse avoir sa bibliothèque à la maison. Ça, c'est important. C'est important. Si on pouvait rêver, c'est encore gratuit, hein. C'est encore gratuit. Où est-ce que tu aimerais emmener le projet? Si on pouvait rêver, où est-ce que je voudrais amener le projet? Alors, il faut savoir que la Caraïbe, c'est plusieurs continents. Européens, asiatiques, africains, l'Amérique aussi. Et en fait, j'aimerais pouvoir toucher tous ces pays qui font nous. C'est ça en fait. C'est-à-dire à un moment, aller vers l'Inde, aller vers l'Afrique, aller vers l'Europe, de façon, ça sera peut-être un petit peu plus fluide de ce côté-là, aller vers l'Amérique du Sud, mais effectivement, pouvoir étendre les branches sur tous ces pays qui font qu'on est nous aujourd'hui. Ouais. Parce que la Caraïbe, c'est un métissage avant tout. Nous ne sommes pas uniquement afro-descendants, mais il y a aussi les Indiens, il y a aussi des Syriens. Je veux vraiment que nous arrivions à toucher toutes ces branches pour montrer en quoi nous sommes uniques. C'est très beau. Et je pense que c'est sur cette belle parole qu'on peut clôturer ce bel échange. Merci. Merci pour ton temps. Merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à aller découvrir Une voix. Une histoire, c'est ça. Donc voilà, merci Manick. Merci à toi Patrick. À bientôt. À bientôt. Ciao.